Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le nombre de tués sur les routes connaît une nouvelle hausse. 37 personnes ont perdu la vie en février. Voilà de quoi relancer le débat autour de l'efficacité de l'abaissement de la vitesse à 80 km/h. Une mesure sur laquelle est revenu le Sénat mardi. On en parle dans cette édition. Nouveau déplacement d'Emmanuel Macron à Angers dans le cadre du grand débat. Un président qui apparaît de plus en plus seul avec le départ de ses conseillers les plus proches. Pour en parler, Vincent Martini, dans son dernier ouvrage, il interroge notre fascination pour les chefs. À la veille d'un acte 20 des Gilets jaunes samedi, le Sénat poursuit ses auditions. Après avoir entendu Christophe Castaner et Laurent Nunez, les sénateurs entendaient ce matin le directeur général de la gendarmerie, le général Lisuré, et Éric Morvan, directeur général de la police nationale. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Quentin Calmet et Alexandre Poussard en direct du Sénat dans notre multiplex parlementaire. C'est tout de suite. Je vous le disais en titre, après une année 2018 qui avait vu une baisse considérable de la mortalité routière, les 2 premiers mois de l'année 2019 sont inquiétants. Pour les autorités, il faut imputer ces mauvais chiffres à la dégradation des radars par les Gilets jaunes et les anti-80 km/h. Alors que le Sénat justement a voté mardi, dans le cadre de la loi mobilité, la possibilité pour les départements de mettre en œuvre ou non cette mesure. Pour en parler, on va justement dans l'hémicycle où on retrouve aujourd'hui Quentin Calmet. Oui, tout à fait, Delphine. Cette actualité qui vient se percuter avec l'examen du projet de loi mobilité. Depuis le début de la semaine dernière, il a été à de nombreuses reprises question de la sécurité routière. Et donc, vous le disiez, il y a 48 heures, il était question de cette question des 80 km/h et de cet amendement adopté par le Sénat pour assouplir la baisse de la vitesse et de laisser aux départements, aux présidents des départements et aux préfets la possibilité de faire varier cette vitesse. Mais donc, la polémique sur cette limitation de vitesse est relancée par ces chiffres publiés ce matin. Regardez, des chiffres qui ne sont pas bons pour le 2e mois d'affilée. Le nombre de tués sur les routes est en augmentation, plus 17% avec 253 morts en février. C'est 37 de plus qu'à la même période l'année dernière. Un nombre de tués qui a donc augmenté, tout comme le nombre de blessés sur les routes, plus 21%. Selon la sécurité routière, cette forte augmentation concerne principalement les piétons, les cyclistes, les jeunes et les personnes âgées. Une hausse de la mortalité routière due, je cite, au relâchement des comportements sur l'ensemble des réseaux. Et alors justement, ce relâchement des comportements, il en a aussi été question hier soir avec un amendement qui visait, selon le gouvernement, à prévoir que la fourrière puisse mettre pendant 7 jours un véhicule à l'arrêt lorsqu'un conducteur était arrêté pour consommation d'alcool au volant ou encore pour usage de stupéfiants. Mais les sénateurs hier soir ont rejeté cette proposition du gouvernement. Merci beaucoup Quentin pour ces précisions et on vous retrouve tout au long de cette édition. On va continuer les réactions avec vous Alexandre Poussard, avec le président de la commission de l'aménagement du territoire, le sénateur centriste Hervé Maurey. Hervé Maurey, les chiffres de la mortalité routière sont en hausse. Est-ce que cela signifie l'échec de la limitation à 80 km/h ? Écoutez, j'observe que c'est le 2e mois consécutif où on a une augmentation de la mortalité sur la route, et une augmentation assez forte. Cela montre bien que, contrairement à ce qu'avait clamé haut et fort le Premier ministre à la fin de l'année 2018, la limitation de vitesse à 80 km/h n'a pas eu les effets escomptés. Le Premier ministre était très fier d'annoncer une baisse de 5% de la mortalité en 2018. Sur le seul mois de février, on a une hausse de 17% et même de 22% pour les accidents corporels. Donc est-ce que le gouvernement a un peu joué avec les chiffres finalement ? Le gouvernement a été, tout le monde le sait, sur cette mesure très hâtif dans sa décision, très excessif dans le fait qu'elle soit généralisée à l'ensemble des voiries. Et je crois que tout le monde, y compris au sein de l'exécutif, et le président de la République lui-même l'a clairement laissé entendre lors du grand débat, tout le monde est d'accord pour dire que cette mesure telle qu'elle a été mise en place n'est pas satisfaisante. Et en plus, on découvre aujourd'hui qu'elle n'est pas efficace. Donc je crois que tout ça va dans le sens de ce que nous avons voté au Sénat, c'est-à-dire une remise en cause de cette généralisation de la limitation de vitesse à 80 km/h. Je crois qu'il faut faire ça avec beaucoup plus de discernement, en laissant, comme on l'a voté au Sénat, les départements décider en fonction de la dangerosité de chaque voirie. Est-ce qu'il faut, selon vous, poursuivre l'évaluation de cette mesure ou
donner tout de suite le pouvoir au département? Je crois qu'il faut, et c'est ce que nous avions proposé au moment de la mise en œuvre de cette réforme, il faut que ce soit dans les départements, que les acteurs locaux, les présidents de départements, qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent bien la dangerosité ou non des voiries, modulent la vitesse en fonction de la réalité. Et une fois de plus, on voit bien que le gouvernement aurait été bien inspiré d'écouter le Sénat. C'est ce qu'on a proposé il y a maintenant plusieurs mois, et on voit aujourd'hui que c'est ce vers quoi il faut tendre. Alors le gouvernement invoque aussi la destruction des radars comme cause essentielle de cette hausse de la mortalité routière. Est-ce que cette destruction des radars a influé sur la conduite des automobilistes ? Écoutez, on peut imaginer que le fait qu'il y ait eu des radars détruits a pu entraîner certains comportements, mais je pense que c'est très court comme explication et que ça ne justifie absolument pas cette très forte augmentation. Je crois que les faits sont là et ils montrent encore une fois que la limitation de vitesse à 80 km/h a eu un seul effet, c'est d'exaspérer les Français. Alors les sénateurs ont parlé sécurité routière hier pendant l'examen du projet de loi mobilité et le Sénat a rejeté une mesure proposée par le gouvernement qui permettait de mettre à la fourrière pendant 7 jours la voiture d'un conducteur pris en flagrant délit d'alcool au volant. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Cette mesure elle a été rejetée parce que c'était un pouvoir qui était donné de manière discrétionnaire au préfet et que comme nous sommes attachés aux libertés publiques, on préfère confier des pouvoirs, surtout des pouvoirs exorbitants par rapport aux droits et aux libertés individuelles, on préfère confier ces pouvoirs au juge qu'au préfet qui est une autorité administrative. Et plus globalement, est-ce qu'il faut durcir les sanctions contre les délits routiers pour avoir une politique de sécurité routière plus efficace ? J'ai le sentiment que l'arsenal juridique est là, qu'il est appliqué, donc je pense que ce n'est pas dans cette direction qu'il faut s'orienter. Il faut être dans une direction où il y a beaucoup plus d'adaptation par rapport à la réalité du terrain, encore une fois. Très bien. Merci beaucoup Hervé Moret d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Alexandre. Vers un remaniement plus large que prévu. Hier soir, ce sont finalement 3 ministres qui ont quitté le gouvernement. Sans surprise pour Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, qui sera tête de liste En Marche pour les prochaines élections. En revanche, le départ simultané de Benjamin Griveaux et de Mounir Mahjoubi, qui se lancent tous les deux dans la course pour les municipales à Paris, était moins attendu. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le secrétaire d'État en charge du numérique qui a expliqué son choix ce matin sur France Info. Il faut toujours être humble quand on est membre d'un gouvernement, c'est toujours le choix du Premier ministre et du Président, mais c'est vous qui lui dites ce que vous avez l'intention de faire. J'ai exprimé au Président et au Premier ministre l'envie que j'avais d'être là au service de Paris, d'être capable de me dédier à cette ville que j'aime. Nous en avons parlé, un autre ministre aussi en a parlé, Benjamin Griveaux, et la décision était entre leurs mains de nous faire partir ensemble aujourd'hui, de nous faire partir ensemble dans plusieurs semaines. Et hier, le président a décidé que ce serait plutôt aujourd'hui. Donc c'est bien Emmanuel Macron qui a tranché sur cette question. Mais, je veux juste le redire très clairement. C'est toujours le président de la République qui décide. Un ministre peut démissionner. Il démissionne, mais c'est le président de la République qui, à la fin, décide. Et vous savez, quand on fait partie d'une majorité, moi je suis ancien ministre, je suis pleinement membre de cette majorité, je resterai toujours très proche du président de la République. Pour moi, ce qui est très important, c'est que ce choix qu'on a fait pour Paris avec Benjamin, ça ne perturbe pas ni l'élection européenne, ni l'action gouvernementale. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on prend de nouveau la direction de la salle des conférences où nous attend Alexandre Poussard avec le sénateur En Marche de Paris, Julien Bargeton. Il va justement dans cette campagne pour les municipales soutenir Benjamin Griveaux. Oui, Julien Bargeton, vous étiez candidat à l'investiture La République En Marche au municipal à Paris. Et depuis la candidature de Benjamin Griveaux, vous êtes retiré pour le soutenir. Pourquoi ce choix ? Je voulais porter une candidature de projet pour Paris sur l'écologie comme priorité, le numérique comme plateforme et puis la révolution administrative pour changer cette administration qui est de qualité mais qui doit être plus agile. Donc je souhaitais porter cette candidature de projet. Mais il se trouve que le match s'est ouvert sur le casting des sondeurs finalement. Et à partir du moment où je ne pouvais pas convaincre sur cette candidature, quel était l'intérêt de la maintenir sinon diviser? Nous devons avoir une pré-campagne utile à la campagne. Nous ne devons pas affaiblir l'unité du mouvement ni limiter nos capacités de rassemblement. Et donc en responsabilité, à partir du moment où Benjamin Griveaux clarifiait en sortant du gouvernement, eh bien moi j'ai clarifié une candidature qui ne peut pas prospérer jusqu'au bout, ne doit pas être maintenue et j'ai décidé de le rejoindre autour justement du projet qui est la seule chose qui m'anime.
Et justement, vous parliez de casting des sondeurs. Si on regarde les sondages, il n'y a pas de grand écart entre Benjamin Griveaux, Mounir Majoubi ou Cédric Villani. Pourquoi spécifiquement Benjamin Griveaux? J'ai rejoint Benjamin Griveaux parce qu'il est le premier à avoir fait montre d'une belle détermination pour aller à ce combat. Et cette ambition est légitime. Il a fait preuve d'une constance dans sa volonté, finalement, de se lancer dans la campagne de Paris. La deuxième raison, c'est qu'il m'a tendu la main. Et lui, il est venu me voir en disant qu'il avait envie de travailler avec moi. Il s'est montré très ouvert et il était intéressé par ce que je disais. Et nous sommes convenus que je pouvais travailler à ses côtés sur le projet. Et à partir du moment où c'est la seule chose qui m'anime, c'est logique de le rejoindre. Enfin, je pense que Benjamin Griveaux est le plus à même de réunir un nombre important d'élus et de marcheurs autour de lui, mais nous verrons, il doit convaincre. Est-ce que le départ de ces ministres ne va pas fragiliser le gouvernement alors que le grand débat national n'est pas fini et que les Gilets jaunes continuent de manifester chaque week-end? Si les ministres avaient fait campagne ou pré-campagne pour Paris de leur poste gouvernemental, on les aurait beaucoup attaqués. Les mêmes qui critiquent ce départ seraient les premiers à dire « mais comment peut-on s'intéresser à Paris alors qu'ils sont ministres, ils ont l'esprit ailleurs ?» Non, c'est une clarification. Ils ont clarifié leur position. Et moi, c'est ce que j'attendais au fond pour voir la suite de ma candidature. C'était d'abord qu'il y ait cette clarification. Et c'est un geste de clarification important. Selon vous, pourquoi tous les fidèles de la campagne d'Emmanuel Macron ont quitté l'exécutif au bout de 2 ans de quinquennat? Vous savez, c'est un travail très lourd d'être conseiller à l'Élysée, à Matignon ou dans un cabinet ministériel. Il y a toujours eu des changements d'équipe. Aujourd'hui, on regarde ça un peu plus parce que à notre époque, c'était moins suivi, mais c'est un métier éreintant, extrêmement pénible, difficile pour sa vie privée, et c'est normal qu'il y ait du changement. Les équipes évoluent. Il y a parfois des moments où les gens partent ensemble, restent ensemble. Je crois qu'il ne faut pas en tirer plus de conclusions que ça. Dernière question, vous étiez dans l'équipe municipale d'Anne Hidalgo à Paris. Pourquoi désormais faire campagne contre elle? J'étais adjoint aux finances d'Anne Hidalgo. J'ai gagné des arbitrages, j'en ai perdu d'autres. Anne Hidalgo est prisonnière de vieux clivages dont elle ne veut pas sortir. Elle reste dans ses alliances et finalement, cette coalition, cette façon ancienne de voir la politique l'empêche de passer un certain cap. Il ne faut pas se situer au niveau des personnes. Moi, je ne fais jamais d'attaque personnelle, mais je pense qu'on peut être et de droite et de gauche à Paris et changer radicalement la façon de faire. Très bien. Merci beaucoup, Julien Bargeton, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Alexandre, pour cette nouvelle réaction. De nouvelles auditions de la Commission des lois ce matin sur les actes de vandalisme et les actes de violence des Gilets jaunes. Ce sont les directeurs de la gendarmerie et de la police nationale qui ont été entendus ce matin, alors que se met en place une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre. Jonathan Depriez. Christophe Castaner fait à nouveau preuve de fermeté. Après le saccage des Champs-Élysées le 16 mars, la prochaine manifestation sur l'avenue sera interdite, malgré la demande déposée par les Gilets jaunes à la préfecture. C'est une décision sage et que je pense que les Français et les Parisiens attendent, dans la mesure où les Champs-Élysées sont devenus un symbole de lieu où non seulement aujourd'hui on veut manifester, et si on y manifestait paisiblement, il n'y aurait pas de problème. À titre personnel, même je les interdirais dans Paris. Très critiqués pour n'avoir pas su maintenir l'ordre, Christophe Castaner et Laurent Nunez avaient reconnu devant le Sénat des dysfonctionnements. D'abord sur la doctrine d'intervention jugée trop statique, l'usage moins systématique des LBD et sur un défaut d'exécution des ordres. Des décisions ont été prises au sein de la préfecture de police qui manifestement ne sont pas remontées au préfet de police, et c'est un dysfonctionnement grave. En réaction, le gouvernement a nommé un nouveau préfet de police à Paris et annoncé une série de mesures pour durcir son arsenal répressif. À cela s'ajoute la loi anti-casseurs définitivement adoptée au Sénat, un virage sécuritaire que dénoncent certains sénateurs. Tout ceci ne mène à rien. C'est une escalade pour ne pas répondre à la question sociale. Parce que la véritable question, c'est si nous voulons que ce mouvement s'arrête, il faut maintenant que le gouvernement réponde socialement. La commission des lois du Sénat poursuit ses auditions sur les dispositifs de maintien de l'ordre. Elle entendra la garde des Sceaux et Didier Lallement, le nouveau préfet de police, le 3 avril prochain. Voilà, et on ouvre tout de suite le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Bernard Jomier, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur de Paris, rattaché au groupe socialiste. Un autre sénateur est également avec nous, Dominique de Legge, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Sénateur LR d'Ille-et-Vilaine. L'avocat Ariel Halimi est également avec nous. Bonjour maître, vous êtes justement avocat au barreau de Paris et vous défendez de nombreux gilets jaunes qui ont été blessés, soit par des tirs de LBD ou des grenades, notamment, vous êtes l'avocat de Geneviève Leguet de
de Jérôme Rodriguez. Sur ce plateau également, David Michaud, bonjour. Vous êtes secrétaire national CRS UNSA Police. Merci d'être avec nous. Première question pour vous, peut-être Bernard Jomier, puisqu'on voit justement cette doctrine en matière de maintien de l'ordre qui est en train d'évoluer. Christophe Castaner l'a dit la semaine dernière au Sénat, il l'a redit hier devant les députés. Est-ce que vous pensez que ça va être plus efficace en matière de maintien de l'ordre, justement ? J'en suis pas convaincu, je ne sais pas, je le souhaite. En tout cas, clairement, il y a un problème. L'IGPN, je crois, a ouvert près de 180 procédures pour des violences supposées ou alléguées policières. Une vingtaine de procédures ont déjà été transmises au parquet. Il y a donc une question qu'il faut régler. Mais je crois qu'il faut aussi prendre du recul sur cette question de ces violences. Parce que quand on regarde, qu'on prend ce recul, on voit que la période précédente de notre histoire où il y a eu un pic de violence, c'était les manifestations contre la loi travail il y a quelques années. Et donc on ne peut évidemment pas isoler cette question du contexte général du pays. Et c'est là où il y a beaucoup de choses à dire sur comment en arrive-t-on à cette situation où se greffe sur un conflit dans la rue des casseurs et un engrenage de violence entre des personnes qui veulent porter atteinte aux forces de l'ordre de façon délibérée et des forces de l'ordre qui se retrouvent parfois débordées, parfois avec une réponse insatisfaisante. Mais je crois que vouloir simplement parler des violences policières sans reculer le zoom pour regarder la situation générale et l'engrenage politique, ce serait une erreur. Dominique Delège, votre sentiment, c'est vrai qu'il y a ce climat de violence avec des violences des deux côtés. Bernard Jomier l'a dit, d'un côté des casseurs et puis aussi des personnes qui se disent victimes de violences policières depuis ce mouvement des Gilets jaunes. Qui est violent dans cette affaire? Est-ce que ce sont les forces de l'ordre qui cherchent à maintenir la sécurité, qui contribuent au fait qu'il y ait un droit à manifester, ou est-ce que ce sont les casseurs qui sont là pour empêcher les manifestations pacifiques et qui veulent tout simplement bouffer du flic? Alors, à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Qui est responsable de quoi? Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ne se cachent pas un seul instant que leur objectif, en venant sur les Champs-Élysées ou ailleurs, c'est pas de manifester avec les gilets jaunes, c'est pas de revendiquer quoi que ce soit, mais c'est tout simplement de provoquer les forces de l'ordre et de jeter le discrédit à la fois sur les forces de l'ordre, mais d'une façon plus générale sur la République et sur ceux et celles qui veulent manifester dans la paix. Donc je rejoins assez largement mon collègue Bernard Jomier, prenons du recul et regardons qui sont les fauteurs de troubles. Et à cet instant, permettez-moi d'ajouter un mot de solidarité vis-à-vis des forces de l'ordre qui, samedi après samedi, sont agressés sans pour autant que l'on puisse dire que la justice va rendre le verdict qui doit être rendu, c'est-à-dire condamner ceux qui doivent être condamnés. Maître Halimi, quand vous entendez le sénateur parler de bouffer du flic, ça vous choque cette expression? Moi, je trouve que les propos de monsieur le sénateur sont indécents et indignes de notre République. Je pense qu'on a quitté un petit peu ce qu'était l'état de droit, et c'est pas que nous qui le disons, ce sont les Nations Unies, ce sont le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, tous ont vivement rappelé à l'ordre notre gouvernement pour la stratégie qu'il a mise en œuvre. La stratégie qui est mise en œuvre, il n'y a pas de mort du côté des forces de l'ordre, fort heureusement. En revanche, il y a eu des morts du côté des populations civiles. Il y a eu une dame qui est morte dans son appartement après avoir pris une grenade. Il y a eu des personnes qui ont été mutilées, qui ont été éborgnées, que je vois tous les jours, tous les lundis matins à l'hôpital. Pas un seul mot pour rendre hommage à ces personnes qui n'ont jamais été poursuivies pour quelque fait que ce soit en matière pénale. Ce pas des casseurs qui sont éborgnés et qui sont mutilés. Ce sont des personnes qui, comme vous, comme moi, essayent simplement de marcher dans la rue, quelquefois parce qu'ils ne sont pas forcément manifestants, ou bien simplement essayer d'exprimer leur droit de manifester. On a quitté l'état de droit tel qu'on l'avait dans notre République française. Et je trouve indigne, aujourd'hui, qu'on ne rende pas hommage à ces personnes qui ont perdu un œil ou une main. Madame Geneviève Leguet, par exemple, qui est dans un état catastrophique à l'hôpital. Pas un seul mot pour Madame Geneviève Leguet. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'en France... Votre réponse, Dominique Delège, et ensuite on donnera la parole à David Michaud. On a tendance à les oublier, justement, aussi, ces victimes de ces violences qui sont blessées, parfois gravement.
Moi, j'aime bien qu'on me parle de l'état de droit. Mais l'état de droit, c'est aussi de respecter les lois de la République. Et donc, les personnes dont vous parlez, de qui sont-elles victimes? Si ce n'est ceux et celles qui provoquent à longueur de temps les forces de l'ordre et qui sont là, excusez-moi, je maintiens, que cela vous plaise ou déplaise, mais qui sont là parce qu'ils le disent comme tel, pour casser du flic. Les familles vous entendent actuellement. Mais elles entendent ce que vous dites, les familles de ces personnes. Vous pouvez parfaitement vouloir le jouer sur ce registre-là. Je dis simplement, monsieur, car vous n'avez pas le monopole du cœur, ni de la sensibilité. Je dis simplement que les casseurs, et vous avez vu les images comme moi, ne s'en prennent pas à des victimes, comme vous voulez le dire, s'en prennent aux forces de l'ordre avec les dégâts collatéraux que l'on connaît. Acceptons de regarder les choses en face. Et à cet instant, puisque vous vous faites le chantre de l'état de droit, essayons au moins ensemble de défendre l'état de droit. Et cet état de droit, c'est effectivement de reconnaître la réalité des violences de ceux et celles qui, samedi après samedi, vont devant les forces de l'ordre pour les provoquer. On ne vous a pas encore entendu sur ce plateau. On évoquait aussi le changement de doctrine souhaité par le ministre de l'Intérieur. Il demande aux forces de l'ordre d'aller au plus près du terrain, d'être moins statiques, d'aller au contact. Est-ce que les forces de l'ordre ils sont prêtes? Est-ce que ça ne risque pas peut-être d'entraîner de nouvelles dérives peut-être? Alors en premier, j'ai 2 messages à adresser. Donc merci pour votre message de soutien. Nous par contre, on n'oublie pas les 17 blessés au LBD. On ne les oublie pas, je peux vous dire, et on ne fait que de le faire passer des messages en disant oui, ces gens-là ont été visés sur un dispositif particulier. Ensuite, il y a des enquêtes qui vont être menées. L'IGPN déterminera ou déterminera pas. Ça, nous, on ne l'oublie pas. Par contre, je n'oublie pas aussi le nombre de collègues qui sont blessés graves. Maintenant, je vais venir sur la doctrine d'emploi qui doit évoluer. La doctrine d'emploi, à la limite, elle ne devrait pas évoluer. Parce qu'on sait travailler. On sait travailler. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on nous donne les ordres. Il faut qu'on nous donne la possibilité de travailler avec des gens professionnels. Nous avons des professionnels du maintien d'ordre qui sont les gendarmes mobiles et les CRS. On ne peut pas laisser un dispositif comme on l'a connu à Paris, mais j'oublie pas, il y a autre chose en province aussi, des dispositifs qui ont été mis en place, qui auraient dû être réfléchis. La problématique, elle vient de là. C'est que les personnes qui ont mis en place des dispositifs auraient dû faire en sorte de bien réfléchir et de travailler avec des gens spécialisés sur leur cœur de métier, ce qui n'a pas été le cas. On est en train éventuellement de changer. Maintenant, il y a un dispositif qui doit être mis en place avec un nouveau responsable de la doctrine d'emploi du maintien d'ordre. Il faudra à tout prix qu'elle mêle l'intégralité des personnes compétentes dans cette nouvelle doctrine. Alors justement, puisqu'on parle de cette doctrine, je vous propose de réécouter Christophe Castaner qui a été auditionné donc la semaine dernière par les sénateurs. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est pas dans la règle traditionnelle d'une manifestation. Il ne s'agit pas de chocs qu'on a connus dans l'histoire de nos manifestations à certains moments entre la police et les manifestants. Non. Il s'agit de gens qui n'ont aucune revendication, et j'y reviendrai tout à l'heure, si c'est celle de casser, de détruire. Et donc ça appelle effectivement à faire en sorte que nous ayons la réponse de la plus grande fermeté. Monsieur Bonnecarrère, vous m'interrogez sur la consigne. La consigne, c'est celle de la plus grande fermeté. La question est-elle, que vous avez posée, c'est avons-nous un arsenal juridique suffisant? Je crois qu'il ne faut pas se poser la question maintenant d'une nouvelle loi. Il nous faut réagir d'abord dans l'urgence. Et il nous faut réagir dans les mois qui viennent sur la définition de la doctrine d'emploi que nous allons mobiliser et utiliser. La seule doctrine qui s'impose pour le ministre de l'Intérieur qui doit rétablir l'ordre public, c'est celle du message qui est passé à tous, celui d'utiliser la plus grande fermeté, évidemment, en respectant les doctrines d'emploi pour les armes de défense comme le LBD. Bernard Jomier, la plus grande fermeté, je le disais, ça peut aussi entraîner des interprétations différentes sur le terrain, avec un risque peut-être d'augmenter ces violences policières. Non mais ça, ce sont des mots du ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on demande à un ministre de l'Intérieur? On lui demande de maintenir l'ordre dans la rue, toutes ces exactions, y compris celles contre les forces de l'ordre, sont inacceptables. Les exactions contre des citoyens qui manifestent pacifiquement le sont tout autant, donc on lui demande de maintenir l'ordre en respectant les fondamentaux et les valeurs de notre République. Et clairement, je le dis, Christophe Castaner a failli dans cette mission. Il a failli gravement. Ça fait maintenant 5 mois que cette situation dure. Et donc, quand je disais qu'il faut aller à la racine de cette situation, il y a une tension et une violence dans notre pays qui monte. Et moi, je dis tout aussi clairement, et sans volonté polémique, que l'attitude du chef de l'État, depuis le début de son quinquennat, qui clive la société. Une société, c'est fragile.
il monte les gens les uns contre les autres, il tient des propos qui sont des propos stigmatisants. Cette attitude dans une société fragile provoque des tensions et exacerbe des attitudes violentes de part et d'autre. Donc il est temps, et un ministre d'ailleurs, qui vient de sortir du gouvernement, l'a dit hier, il a dit il faut ramener la paix dans notre pays. Eh bien on ramènera la paix quand ceux qui ont en charge l'exécutif accepteront de prononcer des mots d'apaisement et pas des mots clivants, et de prendre des mesures qui permettent de ramener le calme dans la rue. Ouais, on attend aussi la décision du Conseil constitutionnel sur la proposition de loi anti-casseurs qui a été donc adoptée définitivement par le Parlement. Dominique de Legge, ça va permettre aussi d'apaiser les choses, de permettre qu'il y ait moins de violence dans les manifestations, cette loi anti-casseurs? L'histoire de cette parcours de la loi anti-casseurs est quand même une illustration des limites et de l'ambiguïté du en même temps. Quand ce texte a été déposé, que n'a-t-on entendu? Il est repris à l'Assemblée nationale et durci. Par ceux-là même qui trouvaient ce texte liberticide lorsqu'il est passé au Sénat. Et ensuite, alors que ce texte est voté à l'Assemblée nationale, soutenu donc par le gouvernement, le président de la République le défère devant le Conseil constitutionnel. Quel est le message qu'on veut faire passer? Moi, je veux bien qu'on ait un débat sur le droit. Mais à un moment donné, nous sommes en train d'envoyer deux messages. Un message qui consiste à dire que ce texte serait liberticide et un autre message qui consiste à dire que sans ce texte, les forces de l'ordre n'ont pas les moyens de ramener la paix dans le pays. Et qui cautionne cette ambiguïté? C'est le président de la République. Donc de grâce, et là je rejoins tous les propos qui ont pu être tenus sur l'apaisement, je crois qu'à un moment donné, il faut sortir de l'ambiguïté. Ce n'est pas en rajoutant indéfiniment, et notamment avec des petites phrases. J'ai été profondément choqué par la petite phrase du président de la République à propos de cette personne âgée qui l'invitait à rentrer à la maison. Elle avait sa place dans la manifestation? C'est pas qu'elle ait sa place ou pas dans la manifestation. Quand on est président de la République, on n'est pas dans la provocation, dans les petites phrases. Et donc, on se doit d'un tout petit peu d'élever le débat. Et j'ai envie de dire que quand on est président de la République, on a deux oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Je trouve qui parle beaucoup et n'écoute pas assez. Alors, Maître Halimi, puisque justement vous défendez Geneviève Leguet, on vient d'en parler. Dans ce type de situation, comment pouvez-vous défendre justement cette personne victime de ces violences? Alors je pense qu'il va falloir attendre demain pour répondre, parce que je pense qu'il y a pas mal d'éléments et que la parole du président n'aurait peut-être pas dû être engagée à ce point-là. Et je pense que ce qui va être dit est assez grave, parce qu'effectivement, Monsieur le Président de la République, mais également Monsieur Estrosi, mais également le préfet, mais également le procureur de la République, se sont engagés en disant qu'il n'y avait pas eu de contact entre les forces de l'ordre, entre les forces de sécurisation, qui n'ont strictement rien à voir avec les CRS, qui n'étaient pas engagées, et Madame Leguet. On verra, dans la suite de l'histoire, que ce n'était pas le cas. Toujours est-il, pourquoi la défendre? Comment la défendre? Bien évidemment la défendre, tout simplement parce que quand on... et elle est devenue le symbole de cette loi anti-casseurs contre laquelle elle luttait, cette prétendue loi anti-casseurs, qui est à l'origine une proposition de Bruno Retailleau, qui a été reprise à l'Assemblée nationale de manière opportune, et qui a été votée en l'état par les sénateurs pour finalement faire une manipulation par rapport à la majorité parlementaire. Et encore une fois, une autre manipulation politicienne par le président de la République qui saisit de manière blanche, c'est-à-dire une saisine blanche, pour permettre éventuellement de valider constitutionnellement cette loi devant le Conseil constitutionnel. Le fait d'interdire administrativement une personne de manifester, c'est-à-dire que vous, État, vous avez le droit de donner ou d'interdire à une personne d'aller manifester sans qu'il y ait la moindre décision judiciaire, c'est plus que liberticide, c'est infiniment liberticide. Ça ne veut pas dire que cette loi va être interdite au Conseil constitutionnel ou on attend la décision. Oui, toujours est-il qu'il y aura une guérilla judiciaire après, à chaque interdiction de manifester, qui sera décidée par le préfet visant des opposants politiques. Parce que finalement, c'est cet enjeu-là de l'état de droit
Est-ce que l'État peut interdire à des opposants politiques de manifester? C'est ça finalement la question qui est posée par cette loi dite scélérate, comme ce fut le cas dans les années 70. Et pourtant, les forces de l'ordre disent qu'elles ont besoin de cette loi David Michaud, justement, que c'est un élément nouveau qui va leur permettre de faire respecter le maintien de l'ordre. Alors effectivement, la loi anti-casseurs, on va dire que c'est quelque chose qui devra être mis en place. Maintenant, mon organisation syndicale, on s'est opposé sur le principe que ce soit un préfet de police qui décide de la décision d'interdire ou pas une personne. Il faut que ce soit encadré par la justice. Il n'y a que cette personne-là qui doit être autorisée. Nous, la problématique dans cette loi, c'est aussi éventuellement interdire quelqu'un sans motif, sans rien, en fait. C'est ça le gros problème. Ensuite, on a tout ce qui se passe à côté, c'est-à-dire d'arriver à détecter une personne, quelqu'un qui va avoir dans son sac le moindre petit objet qui se balade. Est-ce qu'on va l'interpeller? On ne va pas l'interpeller. Réellement, ça nous pose un problème. Un problème d'application de cette loi? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, cette loi, elle va améliorer les choses. Maintenant, elle mettra aussi certaines difficultés, certaines barrières. Il faudrait aussi parler, Bernard Jomier, du cas des LBD, ces fameux lanceurs de balles de défense. On sait qu'il y a eu une proposition de loi ici des communistes soutenus par la gauche pour les interdire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a vu lors des manifestations du 16 mars qu'il y a eu des consignes données pour peut-être y avoir moins recours. Donc il y a peut-être des possibilités de les rendre moins dangereux. Oui, peut-être aussi. D'ailleurs, le gouvernement s'est appuyé sur ce moindre recours pour congédier le préfet de police de Paris. Mais on sait qu'au passage, il a réglé ses comptes avec la préfecture de police, les comptes qui datent de l'affaire Benalla notamment. Mais l'usage des LBD, oui, n'est pas raisonnable. Enfin, un certain nombre de médecins, de collègues, puisque je suis médecin moi-même, ont lancé une alerte sur les dégâts qui sont causés par les LBD. La question n'est pas de laisser évidemment nos forces de l'ordre sans moyens de répliquer si nécessaire, mais d'avoir une juste réponse. Or, la pratique, il faut être concret, la pratique a montré qu'en tout cas, il y avait au minimum un tel mésusage des LBD que leur usage même devenait dangereux. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu d'autres prises de position à l'extérieur de notre pays. Il nous a apparu, et il m'est apparu déraisonnable de poursuivre l'usage de ces armes. Par ailleurs, encore une fois, il ne faut pas se focaliser sur ces usages. S'il y a eu besoin d'user de telles armes, c'est que la situation s'est dégradée. On place nos forces de police et de sécurité dans des situations ingérables. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des dégâts. Mais encore une fois, on est au bout d'un processus. Et quand je dis au bout, j'espère d'ailleurs que la suite ne sera pas grave politiquement, mais il faut prendre conscience que notre société, notre vie politique s'est fortement dégradée et que l'état de tension atteint dans notre société nécessite immédiatement qu'on réponde non pas par de nouvelles lois qui viendraient surenchérir, mais par des mesures de retour à la paix, de retour à la reconnaissance qu'il y a des corps intermédiaires dans notre pays, qu'il y a des institutions. Vous savez, quand suite à la décision du Sénat sur l'affaire Benalla, la réaction des proches du chef de l'État est d'une telle violence vis-à-vis du Sénat, et que le chef de l'État ne prend pas la défense des institutions alors que c'est son rôle constitutionnel, là aussi il y a un problème, et un très mauvais exemple. On en a déjà parlé sur ce plateau. On revient à l'utilisation des LBD. Bernard Jomier parle d'un mésusage, peut-être Dominique Delège et David Michaud après. C'est un problème de formation. Ils sont mal employés, selon vous? Ne confondons pas les causes avec les conséquences. Revenons aux origines du mouvement et de ce qui se passe samedi après samedi. On a un peu oublié. C'était quoi au départ? Problème de pouvoir d'achat, le problème de la fiscalité écologique, un certain nombre de choses, et un phénomène de ras-le-bol par rapport à un gouvernement qui ne cesse de donner des leçons de morale à tout le monde au nom du nouveau monde qui est là pour remplacer l'ancien. Et la réponse du président de la République, c'est de dire on va causer. Mais attendez, ça fait 6 mois que le dossier est sur la table. Et on est toujours en train d'attendre l'oracle de Jupiter. Et Jupiter se réfugie à l'Élysée dans un colloque singulier avec lui-même, parce que, par définition, Jupiter sait mieux que les Français. Moi, j'ai été, sans doute comme mon collègue Jomier, pendant de nombreuses années, élu local. Je n'ai
pas besoin d'un grand débat pour savoir ce que pensent les gens. Ce qu'ils pensent simplement, c'est que les fins de mois sont dures. Ce qu'ils pensent simplement, c'est que la réponse collective n'est pas forcément à la hauteur des attentes. Et donc, tant qu'on aura un gouvernement qui est dans le colloque avec lui-même, sans accepter de prendre des décisions, Dominique, eh bien, je crains... Non, mais si vous voulez, allons aux origines du mal. On est dans une escalade de violence. Qu'est-ce que font les forces de l'ordre? De quels moyens ils disposent? C'est quoi la solution de substitution? C'est ça la question qui est posée. Mais la solution de substitution, c'est d'abord de répondre à l'attente et à l'angoisse des Français. C'est la désescalade. Je vais vous dire rapidement ce que je pense du LBD, et cette fois en qualité de responsable des membres du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme, puisque nous avons fait plusieurs recours devant le Conseil d'État et devant le tribunal administratif, et qu'il y a une audience sur une question prioritaire de constitutionnalité qui est prévue le 3 avril devant le Conseil d'État, s'agissant de l'utilisation de ce LBD 40. C'est une arme qui tire des balles, soi-disant en caoutchouc, mais en fait vous avez une ogive en plastique dur, et qui systématiquement, si un œil est visé, c'est pas du tout l'obligation, ni même, c'est même obligé même de ne pas viser l'œil, bien évidemment, mais si l'œil est visé, et si l'œil est touché, il y a immédiatement une perte de la vision, et puis vous avez également des traumatismes cérébraux définitifs. Les médecins ont pu constater les dégâts irréversibles. La plupart des personnes que je défends et qui ont perdu la vision ou un œil n'ont strictement, encore une fois, je le dis, jamais été poursuivis pour une quelconque infraction et été dans des manifestations déclarées. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le LBD 40 n'a rien à faire dans le maintien de l'ordre. C'est une arme qui n'est pas, même si elle est finalement assez précise, dès lors que vous avez des mouvements de foule, elle ne doit pas être utilisée en maintien de l'ordre. Le gouvernement maintient cette utilisation du LBD 40, c'est irresponsable. Encore une fois, toutes les organisations internationales ont demandé qu'elle ne soit plus utilisée en maintien de l'ordre. Pourquoi est-ce que on continue à l'utiliser? Je dois avouer que c'est parce qu'on donne une réponse d'intimidation, alors que depuis longtemps, on attend une réponse politique. Et cette réponse politique, je suis avocat, mais cette réponse politique, je ne l'ai jamais entendue. Et elle ne vient pas. Il y a un moment, il va falloir arrêter la répression. Il va falloir arrêter d'aller vers l'autoritarisme et apporter une réponse politique et sociale aux attentes de ce pays. David Michaud, c'est responsable de la part du gouvernement de continuer justement les forces de l'ordre à utiliser ces LBD 40. Alors moi je vais revenir sur le déroulé. Pourquoi on a utilisé le LBD sur Paris? C'est pas d'aujourd'hui. Le LBD est utilisé et autorisé par le préfet de police qui était complètement opposé, pour savoir, le 1er mai 2017. Jusqu'au 1er mai 2017. Pourquoi? Parce que vous avez une compagnie de CRS qui a été engagée dans un dispositif de maintien d'ordre qui a pris feu. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez des images. Moi, les collègues, je les connais. Je les côtoie en permanence. Des collègues ont été brûlés intégralement. Donc, si on avait eu le LBD à ce moment-là, la personne qui était en face de vous aurait été automatiquement stoppée. Automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. On n'avait pas le LBD, on n'avait pas les engins lanceurs d'eau. C'est quelque chose de très important, les engins lanceurs d'eau. Maintenant, le LBD, je vais revenir sur ma partie que je connais vraiment en CRS, pratiquement jamais utilisé. Pourquoi? Parce que c'est très encadré. Nous, on ne fait pas n'importe quoi sur le principe de l'encadrement. C'est géré par une personne. Un commandant d'unité, c'est lui qui gère le LBD. Ensuite, vous avez les collègues du DAR ou d'autres services spécialisés qui, eux, interviennent à l'origine dans une autre façon de travailler, qui ne sont pas dans du maintien d'ordre. Et la problématique, je pense qu'elle vient de là, surtout. Oui, elles ont beaucoup été stigmatisées, ces nouvelles unités de déplacement, d'action rapide. Les DAR, c'est bien ça. Oui. Justement, sur ces violences policières et la répression et la façon de gérer le maintien de l'ordre. Oui. En fait, les DAR, ce n'est pas des professionnels du maintien d'ordre. On les a exposés. On les expose, ces gens-là. C'est maintenant des unités anti-casseurs. C'est le nouveau nom, c'est les mêmes personnes. Et en fait, qui ne sont pas du tout formées au maintien de l'ordre. Elles sont formées 2 jours, et pas à Saint-Astier, à Valenton. Et elles sont formées pour les émeutes. Et non pas pour le maintien de l'ordre. C'est-à-dire que le but, c'est de résister au maximum à des attaques extrêmement violentes, et donc d'user des armes violentes. Est-ce que l'on doit utiliser ce type de personnes et ce type de stratégie dans un milieu urbain avec des gens qui y vivent et qui circulent dans les rues? La réponse, je pense qu'il n'y a pas forcément... Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer. À partir du moment où on reprendra un dispositif très cohérent, c'est-à-dire reprendre les forces de l'ordre, les spécialistes du maintien d'ordre et les DAR en appui. En fait, on connaît, ce n'est pas un dispositif nouveau, ça. C'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps avec les BAC qui travaillaient avec nous, qui travaillaient l'unité de maintien d'ordre. C'est une force d'appui.
Mais il faut qu'on travaille comme ça. Ce n'est pas eux qui doivent faire le travail de maintien d'ordre, c'est qu'ils doivent être derrière les forces de l'ordre et intervenir en appui, aller procéder aux interpellations. Si on revient comme ça, les manifestations iront largement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé en réalité. En réalité, ce n'est pas comme ça que le LBD a été utilisé, ce n'est pas par ces personnes-là qu'il a été utilisé non plus. Et donc, au total, on arrive à cette situation d'une arme qui provoque des dégâts qui sont quand même inacceptables. Et donc, la solution ne peut pas être de continuer de cette façon-là. Lors des dernières manifestations, donc le préfet de police de Paris, à l'époque Michel de Helpech, a manifestement passé des consignes pour moins utiliser le LBD. Et on a vu une réaction du gouvernement qui a été, je le répète, de s'appuyer sur ce fait-là, de se servir de ce fait-là pour dire, il a même cité le nombre de tirs qui avaient eu lieu en disant c'est tout à fait insuffisant, pour congédier le préfet de police de Paris. Donc il y a une inconséquence dans la gestion du maintien de l'ordre qui n'est pas de la responsabilité des forces de police. La doctrine, c'est au ministre de l'Intérieur de la fixer. La responsabilité, elle est politique, de savoir si on utilise tel ou tel engin, arme pour maintenir de l'ordre ou telle unité. Et là, il y a une faillite qui est patente et qui provoque des dégâts considérables. On sait qu'il y aura cette interdiction de manifester sur les Champs-Élysées samedi, malgré une nouvelle demande. Rapidement, ça va permettre peut-être une nouvelle fois d'apaiser les choses. On a vu que samedi dernier, ça s'est un petit peu mieux passé, notamment sur la capitale. Vous savez, en décembre, on a eu un samedi extrêmement difficile à Paris. Notre ville a énormément souffert à répétition. L'interdiction, je l'ai dit, elle peut être utile transitoirement, mais c'est une mesure transitoire. Il faut cesser ces manifestations non autorisées dans n'importe quel secteur d'une ville, parce que les Gilets jaunes, comme tout le monde, doivent respecter la façon dont on les manifeste dans notre pays. Ils doivent être respectés dans leur droit à manifester sans subir des dommages. Ils doivent même respecter les règles de manifestation. Mais la succession des interdictions, encore une fois, ce sont des réponses très conjoncturelles. C'est nécessaire, tout à fait, mais ça ne réglera pas le problème et on arrive au 20e samedi. Merci Bernard Jaumier, merci à vous Dominique Delège, merci à Maître Halimi, merci David Michaud d'avoir été sur le plateau de Public Sénat. On va prendre à présent la direction de l'hémicycle où je le disais, la loi mobilité poursuit son parcours. Cet après-midi, on fait un point avec vous sur l'avancée des débats, Quentin Calmet. Les sénateurs ont examiné une série d'articles consacrés à la RATP, la Régie autonome des transports parisiens, car dans la loi mobilité, plusieurs articles visent à créer des filiales de la Régie des transports pour que cette entreprise publique puisse répondre à des appels d'offres en conformité avec le droit européen sur les transports. Et vous vous en doutez, depuis l'examen de ces articles, les élus communistes sont montés au créneau. Pour eux, il s'agit là d'un des points durs de la loi mobilité, dixit Laurence Cohen, des élus de la gauche de l'hémicycle qui dénoncent, je cite, un risque de privatisation rampante ou encore un démantèlement de la RATP. Écoutez Laurence Cohen, la sénatrice Parti communiste français du Val-de-Marne. Pour nous, cette filiation de la RATP au détriment d'une entreprise unifiée est une véritable attaque contre le service public. Les salariés de la RATP avec qui nous discutons savent très bien que l'ouverture à la concurrence n'est qu'un prétexte pour imposer une productivité accrue qui se traduirait par des centaines de suppressions d'emplois, de postes, la mise en cause des conditions de travail, le recul des droits au nom de la compétitivité. La ministre des Transports qui a répondu aux élus communistes, elle a expliqué que sans ses filiales, la RATP ne pourrait pas répondre à certains appels d'offres. Elle a tenté de rassurer ses élus sur les risques d'un dumping social. Le texte, selon la ministre, vise bien à prendre en compte le cadre social des filiales de la RATP et permet donc de mieux accompagner l'ouverture à la concurrence de ces filiales. Mais avec cette question de l'ouverture à la concurrence, certains sénateurs de droite ont également fait le parallèle avec Aéroports de Paris et sa privatisation. Ainsi, on a entendu Roger Carucci qui expliquait qu'il était tempéré, je cite, sur l'idée de privatiser les entreprises de transport public. Mais face au contexte européen, il n'y a, selon lui, pas le choix. Écoutez Roger Carucci. C'est comme ça, il y a déjà plus de 10 ans, au niveau européen, il a été décidé que les entreprises ne pouvaient pas rester en situation de monopole et qu'il fallait ouvrir à la concurrence. À un moment, il faut préserver au maximum, obtenir le maximum de garanties, négocier, préserver les droits sociaux, parce que le jour où on sera mis au pied du mur,
on n'aura rien préparé, rien mis en place, et ce sera désastreux pour le personnel comme pour l'entreprise de transport public. Voilà, le débat sur le volet social de l'ouverture à la concurrence s'est terminé vers 15h30. Les sénateurs continuent l'examen du projet de loi mobilité. Ils espèrent terminer aujourd'hui dans l'après-midi. Merci beaucoup Quentin. Dans le reste de l'actualité, si le financement de la dépendance menaçait nos retraites, l'État recherche désespérément près de 10 milliards d'euros par an pour financer le choc démographique du vieillissement. Parmi les pistes envisagées, l'allongement de la durée de cotisation ou encore le report de l'âge de la retraite. Flora Sauvage. La situation est critique. Le nombre de personnes dépendantes va doubler d'ici à 2050. Face à ce constat, une grande loi sur la dépendance sera présentée en Conseil des ministres à l'automne. En attendant, un rapport remis au gouvernement ce jeudi détaille une série de mesures. Se pose notamment la question du financement de la dépendance qui représentera 10 milliards d'euros par an à l'horizon 2030. Pour financer la dépendance, plusieurs pistes existent. Créer une nouvelle cotisation en augmentant les prélèvements obligatoires, créer une deuxième journée de solidarité, réaffecter la CRDS à la dépendance ou encore demander aux Français de travailler plus longtemps. On avait pensé à la deuxième journée de solidarité, sauf qu'elle ne concerne pas tous les salariés et en conséquence, il faudrait déjà l'élargir. Et puis, on sait également que nous avons une dépense publique qui est déjà tellement élevée qu'il est difficile de faire une imposition nouvelle. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gouvernements ont buté là-dessus. Je pense que le financement sera multiple. Aujourd'hui, plus de 21% des plus de 85 ans résident en EHPAD. Le gouvernement souhaite favoriser le maintien à domicile. En France, 1,4 million de seniors dépendants vivent à domicile. Ils devraient être 2 fois plus en 2060. Et on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussard. Vous êtes avec Victoire Jasmin, sénatrice socialiste de la Guadeloupe. Oui, Victoire Jasmin, comment trouver ces 10 milliards d'euros pour financer la prise en charge de la dépendance ? Eh bien, la prise en charge de la dépendance, tout dépendra de ce que le gouvernement compte mettre dans ces 10 milliards d'euros. Parce que prendre en charge les personnes âgées, c'est quand même quelque chose d'important pour nous, pour notre société. C'est vraiment important. Au point où je vous dirais vraiment que ça peut être suffisant, mais ça peut ne pas être suffisant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le grand âge nécessite que l'on prenne en compte l'intégralité, de façon holistique, vraiment la problématique. On ne peut pas citer un chiffre sans savoir ce qu'il y a. Je crois que le gouvernement fait un certain nombre de propositions. Il y a eu ce rapport, mais il faudrait qu'on puisse nous dire exactement ce que l'on veut pour les personnes âgées et dépendantes. Donc, en termes de prévention, si on fait davantage pour la prévention, pour le maintien à domicile aussi, eh bien peut-être qu'il y aura à revoir. Donc tout dépendra des différents items qui seront préconisés et ce que nous voudrons vraiment mettre en place, parce que nos aînés ont besoin de mieux vivre, ils ont besoin de bientraitance, ils ont besoin de bienveillance et ils ont besoin d'une qualité de vie. Et tout dépendra de tout cela. Et pour vous, l'enjeu dans cette lutte contre la dépendance, c'est le maintien à domicile? Le maintien à domicile. Moi, je suis très favorable au maintien à domicile parce qu'en fait, aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont un certain âge, qui ont beaucoup travaillé, qui ont des petites retraites, quand on voit l'actualité dans la rue, des personnes qui n'ont plus de qualité de vie, qui ont des enfants au chômage, pour la plupart, ou qui travaillent, mais pour peu, qui ont très peu de revenus. Donc, mettre en institution, mettre dans les EHPAD, dans les centres d'hébergement, ces personnes, et demander à leurs enfants de contribuer, une fois de plus, ils payent leurs impôts, ils doivent payer pour aider aussi à l'hébergement. Donc c'est catastrophique pour beaucoup de familles qui sont à la limite du seuil de pauvreté. Donc on ne peut pas, moi le maintien à domicile, on ne peut pas faire autrement. On doit valoriser l'hébergement des personnes âgées. On l'a vu dans la loi Elan, il faut améliorer la qualité de vie, la qualité de prise en charge des personnes, mais l'hébergement en particulier. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons de plus en plus que nos aînés sont à la rue. Nos aînés se font vraiment, là ils sont dans la rue avec les gilets jaunes notamment. Eh bien, ce sont des personnes qui mériteraient d'être au repos, d'avoir des activités, d'avoir une qualité de vie dans leur proximité, dans leurs différentes communes ou quel que soit là où ils vivent, mais d'être mieux pris en compte. Et aujourd'hui, malheureusement, ça fait très mal de voir que les aînés, eh bien, ils sont à la rue, ils sont obligés de revendiquer alors que les jeunes ne travaillent pas. Donc c'est inquiétant. Et justement, vous parliez du prix de l'hébergement. Le reste à charge pour l'hébergement en EHPAD est très élevé. Il peut s'élever en moyenne jusqu'à 1 800 € par mois. Même beaucoup plus quelquefois, parce qu'il y a de plus en plus d'EHPAD privés
qui sont là pour faire du chiffre, pour faire du bénéfice, au détriment de la qualité de prise en charge. Et là, il faut d'une part, à mon avis, et là, dans ce rapport, il est préconisé d'augmenter le taux d'encadrement des personnels, et particulièrement des cadres, de favoriser également une meilleure formation et valoriser même les formations, parce que très souvent, nos jeunes qui sont au chômage pourraient prétendre à certaines formations valorisantes, mais il faudrait aussi qu'il y ait une véritable volonté politique. Alors, le reste à charge, il est trop important pour les familles aujourd'hui. Donc, beaucoup de familles hésitent à mettre en institution, d'où la nécessité, d'une part, d'améliorer la qualité de vie à domicile, mais aussi de protéger les aidants, parce que les aidants ont besoin vraiment d'être aidés. Dernière question, est-ce que vous êtes favorable au report de l'âge légal de départ à la retraite, qui est une piste envisagée par Agnès Buzyn? Ah non, ce serait une grave erreur. Une grave erreur pour plusieurs raisons. Les personnes qui ont travaillé depuis longtemps, qui aspirent à une retraite pour vivre et bien vivre mieux et longtemps, eh bien aujourd'hui, si on leur demande de travailler davantage, d'une part, les jeunes n'auront jamais leur place dans une institution quelle qu'elle soit, les jeunes n'auront pas de place pour travailler. Donc on ne peut pas demander à nos jeunes de ne pas travailler, parce qu'aujourd'hui, les aînés qui ont travaillé, qui ont cotisé, qui ont un certain nombre d'annuités, doivent profiter de leur retraite. Ils aspirent vraiment à tout cela. Et moi, j'aurais souhaité que Mme Buzyn revoie par contre cette copie, parce que je fais partie des personnes qui œuvrent vraiment au niveau associatif pour le maintien à domicile, mais pour valoriser nos aînés, pour leur donner une meilleure qualité de vie. Très bien. Merci beaucoup, Victoire Jasmin. C'est moi qui vous remercie. C'est moi. Merci. Merci à vous Alexandre pour cette nouvelle réaction. Emmanuel Macron est à Angers, une ultime visite dans le cadre du grand débat. Le chef de l'État a rencontré des élus et des enfants, l'occasion pour lui de se montrer proche du terrain et des préoccupations du quotidien, alors que sa pratique du pouvoir jugée trop verticale a conduit sa garde rapprochée à prendre ses distances. Cécile Sixou. Un déjeuner avec 50 élus angevins ce midi, un autre demain avec 150 représentants des collectivités du Nord à l'Élysée. Emmanuel Macron, qui avait raté son rendez-vous avec les élus locaux au début de son mandat, a-t-il regagné leur cœur en organisant le grand débat? En tout cas pour Gérard Larcher, grâce au grand débat, il leur a redonné toute leur place. Depuis 5 mois, il y a une grande figure dans la République, c'est le maire. La commune, la petite République dans la grande, 35 000 fois, c'est ce qui nous a permis de traverser cette période difficile. Pour Hervé Morin, président de la région Normandie, si effectivement les collectivités se sentent mieux traitées, la câlinothérapie n'est pas suffisante. Très franchement, ça nous change de ce qu'on a vécu, mais la question, elle n'est pas celle-là. C'est pas simplement d'aller voir des maires et de se faire applaudir par 300 ou 400 maires divers droites qui sont présents dans la salle. La question, c'est de reconstruire le lien entre les Français et le pouvoir. Les élus demandent à Emmanuel Macron plus de décentralisation. Ils sauront s'ils ont été entendus mi-avril, au moment où le gouvernement restituera les échanges organisés dans toute la France depuis 2 mois. Cette pratique du pouvoir jugée trop verticale, Vincent Martini, maître de conférences en sciences politiques, l'interroge dans son dernier ouvrage, Le Retour du Prince. Pour lui, les dirigeants contemporains se retrouvent starisés et gouvernent seuls, éclipsant ainsi corps intermédiaires et contre-pouvoirs. Il nous en parle tout de suite dans le face-à-face. Bonjour Vincent Martini, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans votre dernier ouvrage, je le disais, Le Retour du Prince, vous questionnez justement notre rapport, notre fascination pour ces chefs. Ça n'épargne pas d'ailleurs aussi bien les démocraties libérales que les régimes populistes autoritaires. Comment l'expliquez-vous ? Justement, j'ai voulu aller au-delà de cette distinction qu'on entend très souvent justement entre les populistes autoritaires et les démocraties libérales, en essayant de montrer qu'au-delà de différences de culture politique qui sont évidentes, au-delà de forme de pratique de l'État, dans la façon dont les leaders exerçaient leur pouvoir de leadership, ils accentuaient ce qui me semblait être les maux de la démocratie de la même manière. C'est-à-dire qu'on trouve du côté de Bolsonaro et de Trump ou d'Orban d'un côté et de l'autre, d'un côté d'Emmanuel Macron, finalement le même mépris des contre-pouvoirs, la même critique des médias et surtout la même pratique solitaire du pouvoir. Et c'est cette pratique solitaire que j'ai voulu interroger. Oui, cette pratique solitaire, on la voit, Emmanuel Macron n'y échappe pas d'ailleurs en ce moment. Comment vous jugez justement à cette verticalité ? Je pense que la conséquence de la verticalité, c'est qu'à un moment donné, quand vous vivez dans un système politique qui a été effondré, ça c'est pas de son fait,
mais que vous en profitez, quand vous créez un parti qui est ultra écrasant à la Chambre, que vous critiquez les contre-pouvoirs qui eux-mêmes sont affaiblis, que vous êtes vous-même critique de la presse, eh bien, vous donnez le sentiment à un moment donné que le vide se fait autour de vous, et avec la difficulté aussi d'entendre ceux qui peuvent vous aider. Alors, les conseillers, c'est une chose. Ce que je trouve plus grave, c'est plutôt qu'on a le sentiment des fois que le pouvoir, dans sa verticalité, n'entend pas ceux qui sont les contre-pouvoirs habituels ou traditionnels, peut-être parce que ceux-ci sont affaiblis, mais qu'on a un déficit dans la démocratie française aujourd'hui de contre-pouvoirs, et c'est ça qui farme, me semble-t-il, le retour du prince. Et ce n'est pas sans conséquence, hein, justement, cette dérive de cette fascination pour les chefs, notamment sur la démocratie pour les citoyens. Eh ben, oui, ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est qu'il y a une triple déresponsabilisation qui est liée à ce retour du prince. La première, c'est la déresponsabilisation des acteurs politiques eux-mêmes, des dirigeants qui, finalement, pris d'un vertige de pouvoir, pensent qu'ils peuvent gouverner seuls, alors même que le pouvoir leur file entre les doigts vers d'autres lieux, hein, supranationaux, locaux ou dans la sphère économique. La deuxième déresponsabilisation, c'est celle des médias qui préfèrent raconter des histoires plutôt que d'écrire un monde qui est jugé de plus en plus complexe et que parfois les journalistes eux-mêmes ont du mal à comprendre, ont du mal à transcrire pour le grand public. Et puis la dernière déresponsabilisation, c'est la nôtre, celle des citoyens qui préférons nous reposer sur ces princes, d'abord les aduler. Parce que ces citoyens, ils les choisissent, hein, les princes. Ils les choisissent, d'abord ils les adulent et puis ensuite ils les détestent. Et il me semble que là, c'est un peu trop facile parce que c'est une façon de faire tout reposer sur un homme providentiel, un homme ou une femme, enfin souvent d'ailleurs un homme, il faut le noter, notre responsabilité au lieu de nous en emparer. Oui. Alors justement, vous avez quand même terminé votre ouvrage par des lueurs d'espoir. Il y a cette possibilité pour les citoyens de s'accaparer de nouveau ce pouvoir qui a été confisqué. L'apparition de votre livre, finalement, elle est percutée aussi par ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'à la base, justement, ce mouvement des Gilets jaunes aurait pu permettre de se réapproprier un peu une part de cette démocratie qui nous est confisquée ? Je pense qu'elle le fait, mais il n'y a pas que les Gilets jaunes, parce qu'on parle beaucoup des Gilets jaunes. Je pense par exemple à tous les jeunes qui marchent pour le climat, tous les vendredis, aux marches très pacifiques pour le climat, qui se sont déroulées il y a quelques jours, quelques semaines à Paris et dans toute la France. Il me semble que là, il y a des lueurs d'espoir, justement, parce que ce que je dis, justement, c'est que pour rompre cette solitude du prince, qui est aussi une solitude des citoyens, seul devant sa télévision, seul sur son réseau social, eh bien, il faut réinventer des formes de collectifs. Alors, il ne faut pas, je crois, pleurer sur le monde d'hier. Moi, je ne rêve pas d'un retour à un statu quo hanté Macron, mais il n'y a pas que... Le livre n'est pas sur Emmanuel Macron, il est sur une situation qui existe depuis plusieurs, on va dire, moins 2 décennies. Je ne rêve pas d'un monde d'avant. Je ne dis pas qu'il faut refaire les syndicats comme avant, les partis comme avant, mais on voit bien là qu'il y a des mouvements de citoyens qui disent il faut qu'on arrive à se compter, il faut qu'on arrive à comprendre ce qui nous unit et contre quoi on se bat aussi, mais pourquoi on se bat. Et on voit bien dans la marche sur le climat, ou sur les Gilets jaunes d'ailleurs, qu'il y a des utopies qui sont en train de redéboucher dans l'espace public. Alors c'est difficile parce que les Gilets jaunes, des fois, il y a de la violence, il y a des incohérences. Sur cette question de la violence, hein, puisqu'on voit que c'est parfois légitimé comme un moyen nécessaire de se faire entendre. Alors moi, je ne la légitime pas particulièrement, mais je l'explique d'une manière qui est très simple, c'est que quand vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de délibération possible, quand vous avez le sentiment que votre voix n'est pas entendue, on vous dit manifester, ça n'a pas beaucoup d'importance, eh bien ça peut déboucher sur de la violence. Encore une fois, elle est tout à fait condamnable parce qu'en démocratie, on a très peur de la violence et on a probablement raison, parce que le principe de la démocratie, c'est la délibération, c'est le conflit sans violence, en tout cas sans violence physique, c'est-à-dire on peut tout à fait être en désaccord, on peut délibérer, on peut s'opposer, mais quand vous avez le sentiment qu'il n'y a plus d'alternative et que la seule chose à faire, c'est de casser, eh bien, à ce moment-là, ça a dit quelque chose du système, plus encore que du mouvement des Gilets jaunes. Et la réponse d'Emmanuel Macron à ce mouvement des Gilets jaunes, ça a été d'organiser un grand débat. Là, c'est un début, selon vous aussi, eh bien, pour reprendre un peu la main, pour redonner la parole aux citoyens. Ben, ça dépend ce qu'on appelle le débat. Là, moi, ce que je vois dans le débat beaucoup, quand même, c'est le président de la République qui répond. Là, on est plutôt dans l'ordre de la supplique au prince, qui est un mouvement qui existe depuis au moins le XVIe siècle, hein, c'est-à-dire le peuple envoie ses suppliques vers le prince qui y répond avec mansuétude. Il me semble que là, on est exactement au contraire, dans un archaïsme. Je ne veux pas réduire le grand débat à cela parce qu'il y a des éléments de succès. D'abord, il me semble que les débats dans lesquels le prince ne participe pas sont les mieux, parce que les mieux à même, en tout cas, de porter une voix citoyenne. La question, c'est que si ces débats ne mènent pas à des réponses et à des réponses concertées, eh bien, il me semble que là, ça sera très difficile. Parce que ce qu'on ne voit pas trop dans le grand débat aujourd'hui, et pour le dire en quelques mots, c'est on ne voit pas comment le gouvernement va prendre en compte ce qui est remonté pour pouvoir
proposer des réponses concrètes. Et encore une fois, on est sur un mode qui est beaucoup pro-vertical, c'est-à-dire une remontée de la base et le prince répond. Il me semble que la concertation et la coproduction des politiques publiques, ça, ce serait quelque chose qui serait plus à même, à mon avis, d'être une réponse démocratique. Avec par exemple les référendums d'initiative citoyenne, vous en parlez dans votre ouvrage. Pour l'instant, hormis la Suisse, ça existe peu. Ça pourrait être une réponse plus appropriée justement pour s'écarter de cette incarnation, de cette fascination des chefs. Bien sûr, mais je ne pense pas que ça existe peu en fait. On parle beaucoup de la Suisse, mais on ne parle pas du fait que les référendums d'initiative citoyenne, pas forcément le RIC tel qu'on le décrit en France, mais je pense à des référendums révocatoires, par exemple, existent en Californie, ils existent dans tous les Länder en Allemagne, ils existent dans de nombreux pays, en Finlande. Donc vous avez toute une série de pays qui commencent à réfléchir au fait que la démocratie, ce n'est pas seulement le vote, ce n'est pas seulement l'élection, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle en sciences politiques la démocratie intermittente, c'est aussi une capacité pour les citoyens d'être consultés de manière régulière sur un certain nombre de points, y compris d'ailleurs sur leurs élus, si on a l'impression que ces élus ne font pas le travail pour lequel ils ont été désignés. Est-ce qu'ils ont conscience, ces princes, ces chefs, justement, de la fascination qu'ils exercent, justement, de cette incarnation, cette verticalité du pouvoir qui peut-être aussi les sépare de la société et du peuple? Ils en ont conscience parce que d'abord ils l'ont cherché. Je pense qu'ils en sont aussi prisonniers parce que ça les met dans des rôles, des sortes, des fois des marques. On voit bien qu'il y a une marque Donald Trump, mais aussi des rôles modèles. Le rôle d'Emmanuel Macron, c'est le pouvoir vertical, le pouvoir à la fois avec la mansuétude et la verticalité. Salvini, cette espèce de bouffonnerie permanente autour d'une singerie de l'autorité, etc., etc. Moi, j'ai l'impression plutôt que ces princes, ils n'ont rien à gagner à partager ce pouvoir et qu'en fait, d'une certaine manière, il y a des formes d'incarnation qui confisquent le pouvoir, c'est ça que je dénonce, mais il y a aussi des formes d'incarnation, parce que je pense qu'il faut des chefs, il faut des princes, pas des princes, il faut des leaders, il faut des dirigeants, mais que ces dirigeants, il faut qu'ils aient conscience que leur autorité peut être un encouragement à notre capacité d'agir, à nous aider à être une collectivité, une communauté politique. Si on a l'impression que le prince veut gouverner seul et qu'il veut juste penser à être plutôt qu'à faire, c'est là où les problèmes commencent. Eh bien, merci beaucoup Vincent Martini. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Le Retour du Prince, aux éditions Flammarion. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et d'ailleurs, Public Sénat se mobilise pour donner la parole aux citoyens avec un nouveau numéro de dialogue citoyen. C'est proposé et présenté par Oriane Mancini et Rebecca Fitoussi. Le principe des citoyens face aux sénateurs. Ce sera à suivre en direct sur notre antenne à 18h. Autre temps fort de l'actualité au Sénat aujourd'hui, c'est la journée des entreprises. Les sénateurs ont d'ailleurs réalisé un stage d'immersion en entreprise. Ils l'ont expliqué à Adrien Develay, regardez. Le monde de l'entreprise rencontre celui des parlementaires. 150 entrepreneurs ont été accueillis par le président du Sénat, Gérard Larcher, et la délégation aux entreprises. Comme chaque année, certains d'entre eux ont accueilli des sénateurs dans leurs locaux. Et à nouveau, parlementaires et chefs d'entreprise ont joué le jeu. Je pense que c'était une forte curiosité mutuelle. Ces deux mondes, le monde institutionnel public et du Sénat en particulier, et les start-up dans le numérique qui ne se connaissent pas très bien. Ce que j'attends d'eux et de leur rôle, c'est de faire ce travail de traduction pour être cohérents en fait, dans leur action politique. L'occasion aussi pour les entrepreneurs de mieux connaître le travail législatif. Antoine Baquiera a accueilli pendant 4 jours la sénatrice Anne-Catherine Loisier. Dans le cadre de l'immersion, on peut prendre plus de temps. Pour ma part, moi j'ai toujours fait des immersions de 4 voire 5 jours. Ce qui permet vraiment d'abord de créer un climat un peu de confiance et de dialogue avec le chef d'entreprise et voire même l'équipe. C'est aussi des indicateurs dans le cadre notamment des législations qu'on a à prendre nous sur le droit social, le droit du travail. Le Sénat a voulu cette année mettre l'accent sur le bien-être au travail, un concept qui n'était pas prioritaire il y a encore quelques décennies. Lors de leurs immersions, les sénateurs ont été sensibilisés sur ce sujet. Évidemment, il y a le travail, mais il y a aussi le fait de sentir utile, d'apporter quelque chose d'important dans la société, de développer, d'avoir des perspectives. Tous ces éléments-là, c'est vraiment un facteur de bien-être et d'équilibre pour les personnes. Moi, j'ai du plaisir à aller travailler. Je souhaite que mes collaborateurs aient du plaisir à aller travailler. Et je pense que fondamentalement, c'est pas en mettant un baby-foot qu'on aura du plaisir à aller travailler, mais c'est bien en portant un sens et un objectif, une raison d'être au niveau de l'entreprise, avec un point de visée en commun qu'on peut provoquer ce plaisir-là. En France, en 2019, 6 salariés sur 10 considèrent que leur entreprise se préoccupe de leur bien-être. Nous, ce qui d'ailleurs nous fait plaisir,
inquiétant que de Zadig la nous a dit que c'est sécurité plus évident. routière. On le garde. Voilà, ça, les gens disent. Cette thématique-là, j'ai besoin de. 17,1% pour février. Des chiffres qui interrogent notamment sur l'efficacité de la baisse de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Une mesure sur laquelle vient d'ailleurs de revenir le Sénat. Pour en parler, on retrouve Quentin Calmet. Bien, vous êtes en direct de la tribune de presse de l'hémicycle, Quentin. Oui, tout à fait, Delphine. Des chiffres qui se percutent avec l'actualité du Sénat. Les sénateurs qui, depuis la semaine dernière, examinent effectivement la loi mobilité sur les transports. Et il a été question à plusieurs reprises de la sécurité routière, comme il y a 48 heures, mardi, avec ce débat sur les 80 km/h. Les sénateurs ont adopté un amendement qui vise à permettre plus de souplesse dans la mise en place des 80 km/h. Les présidents des départements et les préfets peuvent ainsi assouplir cette mise en place des 80 km/h. Mais donc la polémique sur cette limitation de la vitesse est relancée par ces chiffres publiés ce matin, que vous allez voir, des chiffres qui ne sont pas bons. Pour le deuxième mois d'affilée, le nombre de tués sur les routes est en augmentation, plus 17% avec 253 morts en février 2019. C'est 37 de plus qu'à la même période l'année dernière. Un nombre de tués qui a donc augmenté, tout comme le nombre de blessés sur les routes, plus 21%. Selon la sécurité routière, cette forte augmentation concerne principalement les piétons, les cyclistes, les jeunes, mais également les personnes âgées. Une hausse de la mortalité routière due, je cite, au relâchement des comportements sur l'ensemble des réseaux, dit la sécurité routière, suite notamment à la forte dégradation des radars fixes depuis le début de la crise des Gilets jaunes. Et donc hier, ce sont justement ces comportements à risque qui étaient au cœur des débats ici au Sénat, puisqu'on a évoqué le fait, cette proposition du gouvernement qui visait à immobiliser pendant 7 jours les véhicules des personnes contrôlées en état d'ébriété au volant ou encore lorsqu'ils étaient pris en train d'user de stupéfiants. Mais les sénateurs ont rejeté ces mesures hier dans l'hémicycle. Merci beaucoup Quentin, et on va continuer ce débat avec justement cette question: comment expliquer cette hausse, comment endiguer le nombre de tués sur les routes, dans notre débat tout de suite avec Michèle Vullien. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice centriste du Rhône. Michel Raison est également sur ce plateau, sénateur LR de la Haute-Saône. Puis j'accueille Anne Lavaux, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat, déléguée générale de l'association de prévention routière. Votre réaction, Michel Raison, puisqu'on voit que ces chiffres de la sécurité routière sont très mauvais, deuxième hausse consécutive pour l'année 2019. C'est inquiétant justement pour cette mortalité routière? Alors déjà, ma première réaction, c'est qu'on est en train de parler de chiffres de gens qui ont perdu la vie. Donc c'est quand même une discussion toujours délicate et difficile. La deuxième remarque, c'est qu'on sait que par exemple l'expérimentation, il faut qu'elle dure 1 an à 2 ans pour savoir si elle porte ses fruits. Donc on ne peut pas l'analyser sur 1 mois. C'est comme le chômage, on a beaucoup gagné. Est-ce que le chômage, on ne le commande plus tous les mois parce que ça devenait ridicule. Troisième remarque, là moi j'ai pas du tout décortiqué les chiffres, je ne sais pas où ces gens ont perdu la vie. Et apparemment il y a des piétons et des cyclistes en plus, donc si c'est des piétons, c'est déjà lié ni aux 80 ni au radar. Après il faut décortiquer tout ça, savoir où ça a eu lieu. Ensuite, il faut savoir s'il y a eu 2 ou 3 gros accidents. Ensuite, je ne sais pas si ce chiffre a été comparé textuellement avec le mois de février de l'année dernière. Et si tel est le cas, est-ce que le mois de février était particulièrement bon en baisse de mortalité? Donc c'est très difficile de vouloir... ce serait prétentieux même de vouloir analyser des chiffres comme ça et de donner, parce que ça nous arrange, telle ou telle cause. La seule Alors cause on a le détail, on sait que ça fait 37 personnes de plus qu'en février 2018, justement, cette hausse. Les autorités... c'est pas où. Il faut regarder tout le détail. Les autorités disent bien qu'il faut imputer cette hausse notamment aux dégradations de radars des gilets jaunes ou encore des anti-80 km/h. Alors, je rejoins tout à fait l'analyse de M. Raison par rapport à ces chiffres-là. Tous les mois, nous avons ces chiffres, et derrière ces chiffres, ce sont des drames. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Et ce sont de plus en plus de drames, et c'est ça qui inquiète notre association. Après, la complexité
de l'accidentologie ne se peut pas se résumer en un communiqué de presse de quelques lignes. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde les chiffres de ce mois de février, qui est dramatique, parce que plus 17% de l'accidentalité des morts sur la route, c'est beaucoup, plus 22% du nombre d'accidents corporels et du nombre de blessés, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une préoccupation. Mais attention de tirer des conclusions trop hâtives derrière un seul chiffre. Parce que c'est vrai, quand on voit que ce sont les populations qu'on appelle vulnérables, c'est-à-dire les cyclistes, les piétons, les plus de 65 ans qui sont particulièrement touchés, on ne peut pas attribuer cette mortalité spécifiquement en la corrélant à un sujet qui nous préoccupe depuis un moment. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs. Et cette notion qu'on a appris à travailler ensemble, dont on a appris à débattre ensemble, on a compris au fur et à mesure, et je crois que vos téléspectateurs le comprennent aussi. L'accidentologie, c'est quelque chose de très complexe, de très compliqué, et on ne peut pas avoir et tirer des conclusions hâtives. Donc oui, il y a sûrement une partie de cette accidentalité qui repose sur une impunité liée à l'absence de contrôle radar depuis quelques semaines, mais lui imputer l'intégralité de la hausse, ce serait vraiment 60% des radars, selon Christophe Castaner, ont été dégradés. Ce chiffre a certainement augmenté depuis dans ce mouvement des Gilets jaunes. Michel Vullien, je rappelle qu'avec Michel Raison, vous avez justement fait un rapport sécurité routière mieux ciblé justement pour plus d'efficacité. Est-ce que vous avez la même analyse que Michel Raison et Anne Lavaux? Il faut attendre peut-être plus de détails avant de tirer les conclusions de cette hausse de la mortalité sur les routes. Je suis d'accord avec les deux intervenants parce qu'en fait, on ne peut pas juger sur un mois, voire 2 mois comme on a janvier et février. Il faut analyser plus finement. Mais quoi qu'il en soit, le fait d'avoir détérioré des radars qui finalement sont des garants que certains ont considérés comme surtout des choses à abattre. Moi, je vois très bien sur ma commune, j'avais demandé un radar qui, à chaque fois, est vandalisé, mais depuis qu'il a été mis depuis plusieurs années. Comme si c'était l'homme à abattre. Or, il y avait eu des morts à cet endroit-là, il y a des habitations, de la vitesse excessive. Donc, à un moment donné, les radars, ils ne sont pas là seulement pour encaisser la monnaie, comme certains veulent bien le dire. Ils sont là aussi à titre préventif. Et on se rend compte, malheureusement, que cette peur du gendarme, qui est derrière la peur du radar, quand il n'y a plus les radars, eh bien, il y a sûrement un laisser-aller. Je ne dis pas que tous les chiffres sont imputables à ça, parce que, Madame Lavaux, vous l'avez bien dit de façon claire, on voit bien que ce sont des publics fragiles, ça peut être des piétons, des vélos, des personnes âgées, des enfants, et on voit que l'ensemble indique un relâchement. Et je pense que c'est ce relâchement, c'est jamais gagné. C'est jamais gagné. Le Premier ministre avait voulu faire de cette cause terrible, qui finalement... Et vous l'avez dit l'un et l'autre, au-delà des chiffres, c'est des drames familiaux et qui peuvent être très, très... et pourtant, Michel Vullien, ça a été rappelé, vous parlez de relâchement. Oui. Avant-hier, le Sénat a donc voté dans le cadre de la loi mobilité, justement pour ce que vous proposez dans votre rapport, de laisser le libre choix au département bien de mettre en œuvre cet abaissement de la vitesse à 80 km/h pour les routes secondaires. Moi, je crois que les territoires et de responsabiliser les territoires, de responsabiliser finalement le gestionnaire de voirie, qui est le président du conseil, le président ou la présidente du conseil départemental, et le préfet de région, qui connaissent leur territoire, qui savent aussi dire à quel endroit il faudra peut-être mettre des gendarmes, mettre des jumelles, même si ça ne fait pas plaisir. Ils le savent. Et ils savent peut-être qu'à certains endroits, il n'y a jamais eu d'accident notable, qu'il faut peut-être là lâcher un peu, mais que peut-être à d'autres endroits, il faut descendre à 70. Et je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des territoires. Michel Raison. Alors, il faut surtout faire confiance, en effet, aux élus. Et le gouvernement ne faisait plus confiance aux élus. C'est comme ça qu'il y a eu un certain nombre de mouvements et que le grand débat, je ne crois pas beaucoup au grand débat, a été instauré, mais je vais y revenir. Mais aujourd'hui, les présidents de département et les préfets, ils avaient le droit de baisser la vitesse. Et ils le faisaient. Moi, j'ai vu même intervenir et discuter. Il dit, là, c'est plus possible, il y a eu des accidents trop dangereux, il y a un mot, il y a un croisement, mettez-moi ça à 70. Ils le mettaient. Dans nos villes, on a baissé la vitesse, on a mis des zones à 30. Donc, le fait qu'on... Alors, en plus, on ne demande pas qu'ils prennent la décision tout seuls. Il y a un comité de sécurité routière, et des gens de la prévention routière, des gens qui vont analyser en toute objectivité quelles sont les causes de dangerosité. Et si j'ai proposé cet amendement avec ma collègue, c'est aussi après le grand débat où le président de la République lui-même a dit
ça devient contre-productif en gros. La preuve, s'il y a eu 75% des radars brûlés, et Dieu sait si je ne suis pas pour, mais c'est aussi ce côté contre-productif, et le président de la République a ajouté, il faut qu'on modifie et qu'on rende plus intelligent l'application de la mesure. Donc en faisant cet amendement, on n'est jamais que les porte-paroles du président de la République, et on transforme la parole du président de la République en amendement sénatorial. C'est quand même beau, ça. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, Anne Lavaux, justement, sur cette liberté laissée au président de département d'abaisser ou non cette vitesse à 80 km/h? On voit aussi peut-être que ces chiffres peuvent interroger sur l'efficacité d'une telle mesure. Alors, reprenons les chiffres et ensuite développons. Donc les chiffres, on l'a bien dit tous ensemble, on ne peut pas attribuer cette augmentation très importante de la mortalité de ce mois de février uniquement à la vitesse. Souvenez-vous, on a eu comme une espèce de printemps incroyable sur les 10 derniers jours de février, et on sait que dès que les beaux jours arrivent, les vélos ressortent. Voilà, donc il y a un paramètre météo qu'il faut considérer, mais il y a aussi un paramètre vitesse. Et c'est là où je ne vais pas être forcément d'accord avec monsieur et madame la sénatrice, c'est que pour moi, pour notre association, la lisibilité et l'efficacité d'une mesure est également dans le collectif. Donc, pour que cette mesure soit efficace, et je me souviens, on en avait déjà débattu, les Français nous disent déjà que les limitations de vitesse, ça change tout le temps, et que c'est un paramètre d'agacement. Vous avez dû avoir des retours dans ce sens-là. Nous, dans nos comités, on nous le disait, même avant le passage à 80, on nous disait, ça change tout le temps, du coup, on a des petits excès de vitesse, parce qu'on ne sait jamais dans quelle zone on est. Et donc, si en fait, on aggrave ce dispositif-là, on va irriter à nouveau. Et puis, comme on l'a dit aussi, l'accidentologie, c'est une science qui est non seulement compliquée, mais qui en plus est contre-intuitive. Parce que dès lors qu'on a un bel enrobage et une route bien dessinée, on a l'impression que là, on peut rouler vite. Et c'est justement là que les gens se tuent. Et donc, ça veut dire que si votre amendement était également voté à l'Assemblée nationale et que cette disposition soit mise en place, notre association se mettra à la disposition de tous les élus pour travailler, mais de façon très pointue sur cette accidentologie, il n'y a pas de manière qu'on décide comme voilà, mais de manière à ce que les décisions soient prises en toute connaissance de cause, et surtout, moi je me mets à la place de ces élus qui vont prendre ces décisions, de passer peut-être certains tronçons à 90 km/h, quelle responsabilité vont-ils prendre le jour où il y aura un accident et que quelqu'un viendra dans leur bureau leur dire si vous aviez laissé la vitesse à 80 km/h, et peut-être que mon fils, ma fille, mon ami, ma compagne seront toujours là. Ça sera une forte effectivement responsabilité dans la décision, dans la prise de décision, Michel Vullien, de décider d'abaisser ou pas cette vitesse à 80 km/h. La responsabilité, c'est quand même celui qui conduit. Ne changeons pas la virgule de place. Si quelqu'un roule trop vite ou quelqu'un fait une infraction, à mon sens, il n'y a pas que la vitesse d'ailleurs. Il y a cette histoire. Je pense que le pire, c'est ceux qui envoient des textos alors qu'ils sont en train de conduire, sous l'emprise de l'alcool, de la drogue. On avait d'ailleurs recommandé, avec mon collègue et notre collègue Fichet, on avait recommandé que cette mesure des 80 km/h ne soit pas extraite de toutes les mesures du CISR, toutes les mesures qui étaient examinées, et notamment de mettre en même temps l'alcoolémie, ce téléphone au volant et ces textos. Moi, je trouve extraordinaire que des gens arrivent à envoyer des textos tout en conduisant et de taper. Donc ça, pour moi, ça devrait être immédiatement suppression du permis. Et puis on va tomber d'accord avec Madame la secrétaire, c'est secrétaire générale que vous êtes de la prévention. Délégué général. Délégué général. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Président, directeur, délégué général. Mais vous allez être d'accord avec, enfin on en a déjà parlé aussi, on ne met pas assez d'argent dans la prévention et dans la formation. Oui. C'est quand même impensable, moi j'en ai parlé aussi, je serais ouvert là-dessus. Il est ouvert là-dessus, dès qu'on fait un amendement là-dessus, on est refoulé par le gouvernement. Il faut... sur le milliard d'euros enfin c'est plus le milliard aujourd'hui, mais on était basé sur un petit milliard d'euros de PV uniquement des radars fixes, on pouvait quand même en prendre un peu plus pour mettre sur la prévention. Et au niveau scolaire, quand on apprend les élèves à trier les déchets, les tripes, ils apprennent aux parents à trier les déchets. Donc il y a un effort considérable à faire dans ce domaine. Mais quand on parle de responsabilité, vous savez, un maire,
Le maire quand on prend le maire, mais le président ou la présidente de département, c'est pareil, ils savent ce que c'est que la responsabilité. Un pylône pourri qui tombe, il y en a qui sont allés en prison avec ça. Mais en effet, si l'accident a lieu parce que le gars il roulait trop vite ou qu'il a doublé dans un dessus-de-côte, c'est quand même pas de la faute du président des départements. Oui. Donc faut pas non plus. Là, je pense pas que ce soit un bon argument. Ça. Ouais. Anne Lavaux estimait aussi qu'il faut plus de lisibilité, de visibilité et avoir une vision peut-être un peu plus collective. Il y en a toujours pas plus après les 80 qu'avant les 80, et il y en aura pas moins après lorsqu'on modulera, parce qu'il y a déjà des zones à 62, puis il y a toutes les routes à 110. Où il y a des tronçons à 90. Moi, j'ai déjà eu des pertes de points sur des routes à 110 parce que je n'avais pas vu le panneau à 90. Et donc, sur ces routes-là, c'est compliqué aussi. On les oublie. Il y a aussi toutes ces routes-là. Il y a des morts aussi sur ces routes-là. Et sur les autres routes, moi, j'ai un exemple. À la sortie des hameaux, j'ai le panneau, on est à 70. Il y a le panneau fin de limitation de vitesse, j'ai mesuré, hein. Enfin au compteur d'auto. 250 mètres plus loin, j'ai le panneau à 80, donc. Après, je repasse à 70, 200 mètres plus loin. Puis 200 mètres plus loin, j'ai le panneau à 50 parce que je rentre dans le village. Donc là, c'est pas de la faute des 90 qu'on va remettre. Hein. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'il faut aussi de la visibilité, de la lisibilité. Ça serait peut-être l'occasion de la rendre, ça bouleverserait un peu le système. Vous avez raison, je pense que ça, sur les interdictions, il faut remettre tout à plat, comme la même façon, je vois sur l'agglomération lyonnaise, hein, on a essayé de remettre à plat, c'est pas complètement fini, mais les interdictions, par exemple, de circuler pour les camions, pour les tonnages, où suivant les communes, ça changeait. Et là, c'est pareil, sur la vitesse, les 70, on repasse à 50, ce que vient de dire mon collègue. Et à un moment donné, il faut que quelqu'un remette ça à plat. C'est un travail quand même de longue haleine. Il faut demander les arrêtés, il faut demander... Il y a un travail de fourmi à faire, et qui sera sans doute payant. Ouais. Mais est-ce que vous pensez justement que cette hausse de la mortalité routière, c'est sur les 2 premiers mois de l'année 2019 aussi, ça remet aussi un peu en cause l'efficacité de cette mesure sur les 80 km/h, en dehors du débat qu'il y a eu au Sénat? Sincèrement, on est incapable, enfin moi personnellement, je suis incapable de le dire. Je ne sais pas où ont eu lieu les accidents, je ne sais pas quelle est la corrélation entre le 80 et les accidents dont on a eu le chiffre brut. Et moi, j'ai eu le chiffre dans la presse. Je n'ai pas plus d'éléments que le citoyen qui l'a lu dans la presse. Il y a des interrogations sur ces chiffres contre, aussi. Sur l'histoire des radars, vous savez, moi je roule beaucoup, et pas en milieu de semaine, mais le lundi, le mardi, le dimanche. D'abord, maintenant, je respecte beaucoup plus que quand j'étais plus jeune. Mais je fais attention aussi au cas où il y a un radar. Et les radars, moi, je ne sais pas s'il est effectif ou pas. Donc, les gens font toujours attention. Et je pense que les gendarmes ont un tout petit peu redoublé aussi de contrôle mobile, comme il y avait des radars. Donc, les gens font quand même attention. Et tu parlais tout à l'heure des radars fixes avec la peur du gendarme. Mais le radar fixe, le gendarme reste plus efficace. D'abord parce que le gendarme, il peut voir autre chose. Et quand les gens ont vu un gendarme au bord de la route, ils rectifient beaucoup plus longtemps qu'avec un radar. Le gendarme est très utile au bord de la route. Vous parlez des manques de moyens de la prévention routière, justement, avec ces radars vandalisés. Ça va faire un manque à gagner, justement, dans les recettes pour l'État et donc dans l'argent qui vous est alloué? Alors, c'est effectivement un vrai sujet. La prévention nécessite des moyens et par rapport à la prévention, il faut la foi du charbonnier pour croire que ça fonctionne. Donc, on a besoin effectivement de représentants qui sont convaincus qu'agir en prévention et dès le plus jeune âge, c'est aussi l'efficacité sur les générations à venir. Donc ça, merci beaucoup pour soutenir cette cause. Après, c'est vrai que les radars qui ont été détruits et vandalisés, et si on en croit le fait qu'il y a des remontées sur la vitesse, puisque même s'il y a un sac poubelle dessus ou s'ils sont peinturlurés, ils continuent à flasher quand il y a des excès de vitesse. Donc on nous a donné des chiffres qui sont un peu effroyables. Ils sont vandalisés, qui ne fonctionnent pas. Exactement, sauf ceux qui ont été totalement détruits. Mais ceux qui ne sont juste que empaquetés dans un sac poubelle ou peinturlurés continuent à fonctionner. Et là, les chiffres qui ressortent, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation de la vitesse. Donc moi, je pense à l'efficacité, j'en suis convaincue, des radars pour faire baisser la vitesse. Et je suis convaincue que baisser la vitesse, c'est aussi réduire l'accidentalité. Mais ce qu'on peut voir par rapport à l'épisode qu'on vit actuellement, c'est qu'il faut peut-être se réinterroger sur les moyens qui sont les bons moyens pour justement mesurer la vitesse. Et peut-être que le radar fixe, qui est quand même très vulnérable, puisqu'on voit qu'il suffit d'un sac poubelle ou d'un pot de peinture pour le mettre hors service, peut-être que ça veut dire qu'il faut réhabiliter effectivement ces contrôles mobiles
qui sont beaucoup plus aléatoires, qui ne sont pas signalés sur des applis et qui maintiennent la vigilance de tout conducteur par rapport à la vitesse. Et puis, il y a peut-être d'autres systèmes, comme celui des radars embarqués ou d'autres systèmes peut-être plus de science-fiction, comme les drones ou autres, qui vont faire leur apparition suite à cet épisode des Gilets jaunes qui a démontré l'inefficacité de ces radars fixes dès lors qu'ils puissent être vandalisés. On sait que le chef de l'État, pardon Michel Raison, Emmanuel Macron a d'ailleurs réagi à ces chiffres de la sécurité routière. Vous le savez, il est à Angers dans le Maine-et-Loire. Il a été interpellé justement par un maire qui était choqué par la dégradation des radars. Et bien pour lui, il a dénoncé des comportements, je cite, inadmissibles. Le chef d'État fait bien, lui, le lien entre justement cette dégradation des radars et cette mortalité en hausse sur les routes. Michel Raison, il se trompe, le chef d'État? Je vous dis, moi j'en sais strictement rien. C'est pas impossible qu'il y ait une petite influence. Il ne faut pas oublier non plus qu'on était dans une telle pente descendante que tout d'un coup, c'est quand même plus compliqué de continuer la descente. On était arrivé, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a peut-être une petite influence de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a dénoncé, nous, au printemps, c'est... On était arrivé, l'aspect psycho. Je suis d'accord sur le côté technique de la vitesse. Si on roulait tous à 50, ça serait moins grave les accidents que si on roulait à 100. Mais quand on arrive à un tel niveau d'inacceptabilité, ça devient contre-productif. Et les gens sont plus énervés sur la route. Je roule, je les vois, on est que sur des routes à 80. Moi. Eh bien, on voit bien comment ça fonctionne moins bien après qu'avant. Donc tout ça, ça a été un ensemble qui font que les gens ont été un peu plus vifs et ça a été contre-productif. Anne Lavaux, vous n'êtes pas d'accord? Oui, non, sur l'impact, sur les mots du président, c'est vrai. Enfin, on ne peut pas dire que ce plus 17% soit totalement étranger à l'augmentation de la vitesse. Il y a sûrement un des paramètres. La seule chose qu'on peut dire, et on est tombé d'accord, c'est qu'on n'a pas forcément les détails pour dire exactement quel est le paramètre. Après, ce que je voulais dire, c'est... cette augmentation, elle n'est pas par rapport au mois précédent, elle est par rapport à février 2018. Février 2018 qui lui-même était en hausse, je reprends par rapport à la question que vous vous posiez tout à l'heure, qui était en hausse de 5,9% par rapport à février 2017. Donc non, mais j'ai pris le temps et c'est avec grand plaisir que je partage avec vous cette donnée. Donc ça veut dire qu'on était quand même sur un mois de février 2017 qui était déjà 2018 qui était déjà en hausse, alors que souvenez-vous, le débat sur le 80 battait son plein et on a vu après février la mortalité commencer à baisser considérablement, alors même que la mesure n'était pas en place. On avait eu une baisse fin 2017. Ça tient pas. Ça, on avait eu une baisse fin 2017 aussi. Sur les deux derniers mois de 2017. Donc c'est pour ça quand même. Michel Villard, ensuite, on arrive bientôt au terme de ce débat aussi. On a vu ce vote du Sénat sur la proposition du gouvernement d'immobiliser, enfin du moins de mettre en fourrière les véhicules pour bien les conducteurs qui auraient consommé de l'alcool ou des stupéfiants. Le Sénat s'y est opposé, c'est bien ça? Alors moi, je dois avouer que j'étais pas en séance à ce moment-là. Donc j'étais en séance, mais effectivement, c'est à un moment donné de dire, je pense qu'il y a des moments où ça sera mis en fourrière, parce que c'est possible. Les gendarmes peuvent stopper et empêcher de conduire, mettre en cellule de dégrisement. Donc je pense qu'il faut mettre en cellule de dégrisement, que la voiture, elle soit immobilisée et qu'ensuite les gens... Mais je pense que si on avait... on a parlé de prévention, mais lorsqu'on est pris de cette façon, si on faisait faire un stage, et je crois qu'il y a eu des moments où ça s'est fait, un stage d'aller dans un hôpital, voir des gens accidentés et voir quelles sont les conséquences de l'alcoolémie, par exemple, ou les conséquences, je reviens sur cette histoire des textos au volant, parce que ça, je pense que c'est une manie. Et puis alors, les jeunes parce que là, on n'a pas eu le temps de regarder accident par accident, comment ça s'était passé. Mais les jeunes qui, effectivement, boivent le samedi soir, pour être un peu caricatural, et puis veulent faire un petit peu, montrer qu'ils ont un volant dans les mains et de la vitesse, et puis que 4 jeunes sont tués ensemble, ça, effectivement, ça mérite d'être relayé, d'expliquer,
de montrer les conséquences et de façon peut-être des fois un peu mettre l'accent brutale. sur la prévention. Sur la prévention. Eh bien, merci. Merci à vous, Michel Vullien. Merci, Michel Raison. Merci à vous, Anne Lavaux, d'être venue sur le plateau de Public Sénat. À l'occasion du centenaire de l'Organisation internationale du travail, cette exposition de 80 photos à voir sur les grilles du Jardin du Luxembourg, 80 regards commentés par 80 experts en sciences humaines et sociales, avec pour ambition de témoigner de la diversité et des enjeux du travail dans le monde. C'est un reportage d'Alizé Boissin. Le travail, sous toutes ses formes, en France ou même à l'autre bout du monde, des travailleurs s'affichent sur les grilles du Jardin du Luxembourg. Être au travail, une exposition à ciel ouvert. Un honneur pour Jean-Michel Turpin, l'un des 30 photographes de la collection. Capter le travail, une expérience singulière pour le photographe. Cette photo, je l'ai réalisée dans la banlieue de Shanghai, dans une usine de petits électroménagers. Et c'est du travail à la chaîne, des gestes répétitifs à longueur de journée pendant des heures, jusqu'au moment où une des ouvrières s'est retournée, m'a regardé avec ce regard inquiet. J'ai jamais su si elle était inquiète de ma présence ou de ce que son chef de service, qui veille, qui surveille, qui parfois réprimande, pouvait penser de moi ici et de son travail. Des clichés exposés à l'occasion du centenaire de la création de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Le premier objectif de cette exposition, c'est en quelque sorte de révéler ce travail en montrant très concrètement, dans leur réalité la plus factuelle, des femmes et des hommes dans des situations de travail extrêmement diverses, différentes. Des photographies sélectionnées par l'association Lumière sur le travail et commentées par des experts en sciences humaines. Nous avons à la fois des philosophes du travail, des économistes, des sociologues, et finalement c'était une manière de donner à la réflexion de tous le beau débat que constitue qu'est-ce que travailler aujourd'hui à l'aube de ce 3e millénaire. Une contemplation et une réflexion possible jusqu'au 14 juillet. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, un nouveau numéro de Dialogue citoyen présenté par Oriane Mancini et Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.